Ok, donc en fait, on a eu l'heureuse nouvelle très récente, hein, puisque ça date de fin septembre, début octobre, euh, d'obtenir à l'échelle de différents organismes de recherche et de développement en France, hein, d'avoir des financements par la DGL. Euh, Emmanuel Guérin a évoqué juste tout à l'heure qu'il y a eu un petit délai pour que ces financements soient effectifs, et donc avec des démarrages de projets un peu tardifs, surtout vis-à-vis de la, de la crise MHE, BTV3 et BTV8 actuelle, puisqu'en fait, on ne peut plus regarder ce qui se passe en France que d'un point de vue MHE, BTV3 ou BTV8, il faut regarder un peu tout ça de façon globale. Bon, en tout cas, c'était des projets qui avaient été déjà imaginés, on va dire, dès l'automne dernier, mais qui ne sont retrouvés financés qu'à partir de fin septembre. On a eu la confirmation qu'on pouvait réaliser ces projets. Donc l'idée, c'était de vous faire un rapide panorama des différents projets qui ont été, qui sont financés, de façon à ce que vous voyez un peu ce qui va être fait dans les mois, dans les semaines, mois et dans les 2 ans qui viennent concernant cette maladie. Alors, il y a des éléments qui tournent autour de l'entomologie antivectorielle. Donc, c'est Claire Garros, que vous avez vu tout à l'heure, et Benoît Durand de l'ANSES, qui vont s'en occuper. Donc, ils vont évaluer le risque temporel et spatial de la transmission vectorielle et comprendre les risques liés au déplacement des animaux, avec, là aussi, des phases de terrain, donc identification des espèces de Colloquides et risques de MHE associés, évaluation des impacts de stratégies de mitigation du risque, donc notamment les insectisations, des véhicules de transport, de la vaccination en cas de rassemblement d'animaux, et évaluer le risque associé au regroupement d'animaux, notamment pour les exports et les estives, par des modélisations et des analyses de réseau pour voir un peu les contacts entre troupeaux. Donc il y a à la fois des phases de terrain pour collecter de l'information, mais aussi des phases de modélisation mathématique pour poser et évaluer différentes hypothèses. Donc ça, c'est un travail qui va se dérouler sur 2026-2027. Pour répondre à la question de Grégoire Kuhn que j'avais vu dans le chat, oui, il y avoir des travaux sur les interactions entre les différents vaccins utilisés, que ce soit contre la FCO3, la FCO8 et la MHE. Alors, là, c'est posé vraiment la question immédiate de s'intéresser BTV3 et EHD8, puisqu'on a plus de recul sur les vaccins BTV8. Donc, avec des essais vaccinaux, soit les animaux qui sont vaccinés sur les deux en même temps, soit de façon décalée, l'un en premier et l'autre en deuxième, et inversement, de voir un peu quelles sont les interactions possibles en termes de protection vaccinale ou d'interaction ou d'antagonisme lors de la vaccination, ne serait-ce que sur les effets d'effets secondaires. Donc c'est quelque chose qui est prévu, qui a été lancé là la semaine dernière, avec les premiers prélèvements qui vont débuter très prochainement sur les animaux qui sont dans cette situation de vaccination. Là aussi, mais sur un aspect, donc toujours sur la vaccination, mais sur un aspect plus modélisation bioépidémiologique, c'est sur la modélisation spatiale, voir, en fait, identifier les différents protocoles de vaccination performants, tenant compte des contraintes en disponibilité des vaccins, donc en essayant de trouver les stratégies de vaccination zonales qui seraient les plus performantes pour limiter l'expansion de ces différentes virus à l'échelle nationale. Donc, basé à la fois sur des observations de dynamique d'infection au cours du temps, donc sur les données observées, mais aussi derrière sur de la modélisation, faisant plusieurs hypothèses sur l'efficacité de la vaccin, sur la réduction de la virémie ou son évitement total. Le projet sur la physiopathologie donc chez les mâles qui continue avec Chloé qui va y participer de façon active, donc sur l'évaluation de l'impact de la MHE sur la fertilité des taureaux et des béliers et sur l'évaluation de la virospermie dans les phases soit plutôt tardives de la maladie ou soit en phase plus aiguë,
avec là aussi, initialement, un projet qui était basé sur le HD8, mais qui va aussi porter sur le BTV8 en Occitanie. Donc, il va venir compléter en fait les résultats préliminaires qui ont déjà été obtenus, que vous a présenté Chloé. Des travaux sur l'impact sur la reproduction bovin allaitant avec des élevages qui sont intégrés dans un suivi de reproduction détaillé par un vétérinaire praticien et sur lesquels on a la possibilité d'objectiver leur statut sérologique en 2023 et qu'on va refaire aussi en début d'année, là, en 2025, pour voir éventuellement s'il y a des impacts de la circulation MHE et BTV8 dans ces troupeaux-là sur les résultats individuels de reproduction à travers les résultats d'échographie suite à monte naturelle ou suite à IA en fonction de la période de contact avec le virus. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà en cours. En termes donc ça c'était sur le bovin laitant, il y a la même chose qui est prévue en bovin laitier, mais avec une autre échelle. On est en train on a commencé et on continue d'inclure entre 800 et 1000 troupeaux à l'échelle française, en bovin et 400 à 450 en ovin laitier. On a développé en collaboration avec un laboratoire privé un test de détection d'anticorps sur le lait de tank qui permet de faire un suivi mensuel de troupeaux sur les tanks pour voir la période de positivation. Et l'idée, c'est dans cette étude-là de voir, donc il y a un suivi en Occitanie, en Normandie, on espère le mettre en place en Pays de Loire rapidement, et il y a aussi un suivi dans le Grand Est, mais là qui vise plutôt le BTV3, et ce suivi permet d'identifier les troupeaux éventuellement qui n'ont pas eu de clinique, soit parce que l'éleveur n'a rien vu, soit parce qu'il n'a pas considéré utile de le déclarer, mais en tout cas, on peut évaluer la part immergée de l'iceberg concernant les infections. Et derrière, c'est d'aller évaluer les conséquences de la positivation à l'échelle d'un troupeau sur les performances de production et de reproduction. Et donc ça, c'était la question d'Étienne Petit, je crois, sur l'exploitation des données d'IA. Oui, c'est ça, sur les performances de repro. Oui, c'est quelque chose qu'on souhaite faire. Maintenant, on a de plus en plus de mal à capter les informations d'IA sur les troupeaux bovins laitiers, de fait c'est considéré comme des données sensibles maintenant par les organismes de sélection. Donc, c'est des données qu'on espère pouvoir mobiliser, mais pour lesquelles on risque d'avoir un certain nombre de conventions à passer pour pouvoir y accéder de façon effective. Voilà. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on a pensé à faire en troupeau laitier à grande échelle pour pouvoir capter un peu différentes situations épidémiologiques. Des éléments sur les impacts technico-économiques que vont réaliser des personnes de l'Institut d'élevage, dont René ici présente, à partir d'enquêtes et de construction de cas types, de pouvoir évaluer les impacts directs et indirects, de pouvoir modéliser les impacts économiques réels dans différentes situations épidémiologiques, cliniques, peu cliniques, fortement cliniques, vis-à-vis de la MHE. Quelque chose qui est prévu sur, on va dire, début 2025 jusqu'à mi-2026, avec des enquêtes dans différentes zones géographiques. Des enquêtes sur des études sur la séroprévalence post-circulation virale, donc à peu près à l'instar de ce qui a été fait, ce que vous a présenté Corinne Antonios, mais de façon peut-être plus structurée en termes épidémiologiques pour avoir des données un peu plus représentatives à l'échelle départementale. Donc ça va être basé normalement sur la circulation virale 2023 dans 5 départements avec un tirage au sort aléatoire des élevages, de façon à avoir une image plus représentative que ce qui vous a montré Corinne, dans lequel les élevages avaient été, la sélection des élevages avait été orientée en fonction de la prévalence clinique ou de l'absence de signes cliniques. Des éléments aussi d'impact et d'épidémiologie, mais aussi d'évaluer dans quelle mesure la voie transplacentaire pourrait être une voie de diffusion, donc pour le HDV8. Alors là aussi, il y a quelques éléments observationnels qui montrent qu'il y a une transmission transplacentaire avec des fœtus qui peuvent sortir positifs. Bon, malheureusement, on a assez peu
peu de données là-dessus, mais c'est d'élargir un peu la base de données des avortons qui seraient éventuellement testés vis-à-vis de l'EHD8. Et puis, des éléments aussi d'épidémiologie, de modélisation mathématique, prenant en compte aussi le vent comme disséminateur principal de la maladie, en tout cas du vecteur et donc du coup de la maladie derrière, pour voir un peu si on est capable de dresser des cartes de risque de circulation, d'évaluer aussi des impacts potentiels d'une circulation chez les ovins ou les cervidés sauvages, et de comparer en fait les épidémies de BTV8 et de BTV3 et de MHE en termes de diffusion. Donc là, c'est voilà, pratiquement que de la modélisation. Et enfin, des travaux conduits par le LNR MHE de l'ANSES visant à faire de l'analyse phylodynamique des souches de HDV8 pour voir dans quelle mesure ces souches sont stables ou instables à partir du séquençage de 3 échantillons positifs à HDV8 représentatifs de l'épidémie 2023-2024, mais je pense qu'ils vont aussi aller jusqu'à celle à l'heure actuelle, hein, de voir un peu s'il y a des évolutions des génomes, et éventuellement la phylodynamie permet aussi de refaire de la cartographie permettant de voir quels sont les facteurs communs et de dire ben voilà, c'est plutôt les vents, c'est plutôt les mélanges d'animaux parce qu'on retrouve des séquences identiques dans différentes zones. Donc c'est intéressant en termes de modélisation derrière de connaître la génétique, la phylodynamie de ces différents visus. Donc voilà, les différents projets pour lesquels la DGAL a donné quelques financements. On est très content que ça se fasse, on est juste un peu déçus qu'on soit tardif par rapport à la circulation 2024. On essaiera de recueillir un maximum d'informations et de connaissances sur ces maladies-là pour le futur. Comme vous l'a dit Claire et comme vous l'a répété aussi Emmanuel, le temps de la recherche n'est pas celui de la gestion sanitaire. Malheureusement, il faudra un peu de temps pour obtenir et exploiter l'ensemble des résultats qui seront obtenus dans ces études, mais ça permettra d'augmenter les connaissances alors, de façon très pratique vis-à-vis de la vaccination et des interactions potentielles, vis-à-vis de la fertilité des taureaux, vis-à-vis de l'impact général. Alors, à titre personnel, par exemple, les travaux que je vais mener qu'on mène à l'heure actuelle sur la diffusion à grande échelle à travers les troupeaux bovins laitiers permettra d'avoir aussi une information de savoir, enfin on l'espère, de savoir quelle est la couverture, la protection conférée par une circulation virale naturelle. On a vu dans les Pyrénées, dans le Piémont pyrénéen, il y avait une très grande variabilité de séroprévalence. On espère pouvoir faire le lien entre la séroprévalence individuelle et la valeur du lait de tank, qui permettra éventuellement de donner des informations sur le niveau de couverture, même si ce n'est qu'une information qui sera partielle. Hein. Voilà. En tout cas, les troupeaux qui seront considérés comme complètement négatifs seront potentiellement des troupeaux qui seront exposés l'année prochaine à une nouvelle circulation virale, alors que ceux qui auront des titres très élevés seront peut-être des troupeaux un peu plus protégés. Donc, ça fait partie d'informations aussi utiles qu'on souhaite pouvoir fournir aux gestionnaires et aux éleveurs qui vont être inclus dans les suivis vis-à-vis de ces maladies-là. Voilà, donc c'était juste pour présenter très brièvement ces différents projets avant que nous nous quittions. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions plus précises sur chaque projet. On renverra aux personnes qui sont responsables de chaque projet, puisque moi, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants de chaque projet, mais on essaiera de répondre au mieux pour ceux qui nous concernent. Et n'hésitez pas non plus à communiquer auprès de vous concernant, par exemple, dans le sud-ouest, des taureaux qui seraient positifs de façon incidente au BTV8, à la MHE, ou encore mieux des béliers, si vous en avez, on les preneurs. Voilà. N'hésitez pas.